Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Biologos, où il va être question un petit peu d'organites intracellulaires, mais surtout de la façon dont les cellules produisent de l'énergie pour fonctionner. Et donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est un organite? Un organite, pour une cellule, c'est un peu comme un organe pour le corps, c'est-à-dire une partie essentielle avec une fonction propre, ou des fonctions propres d'ailleurs. On va donc parler de l'appareil de Golgi, qui a été évoqué précédemment dans l'épisode sur le noyau. L'appareil de Golgi porte le nom de son découvreur, un médecin italien nommé Camillo Golgi, qui l'a décrit pour la première fois en 1883. Schématiquement, ça ressemble un peu à ça, un empilement de compartiments délimités par des membranes phospholipidiques. Bon, on va pas s'attarder 100 ans sur sa fonction, étant donné qu'on l'a évoqué dans l'épisode précédent, donc du coup, voilà, l'appareil de Golgi, ça sert à maturer les protéines et à les adresser à l'endroit où elles vont devenir fonctionnelles. Comme autre organite intracellulaire, on a également le lysosome, qui est un peu la centrale de recyclage de la cellule. C'est un petit organite délimité par une membrane phospholipidique qui contient une quarantaine d'enzymes qui vont servir à dégrader les éléments défectueux de la cellule, que ce soit des protéines, des graisses ou des sucres. Les éléments dégradés pourront être réutilisés par la cellule pour former de nouvelles molécules. Par exemple, les résidus d'acides aminés vont pouvoir être réutilisés pour fabriquer de nouvelles protéines. Comme autre organite, on a également le réticulum endoplasmique rugueux. Il est composé de différents compartiments et contient à sa surface de nombreux ribosomes, ces éléments qui permettent de transformer l'ARN messager en protéines. Et c'est d'ailleurs ça sa principale fonction, produire des protéines. Autre organite, le réticulum endoplasmique lisse. Bien que son nom soit proche de celui du réticulum endoplasmique rugueux, sa fonction est très différente étant donné qu'il ne possède pas de ribosome à sa surface. Lui, sa fonction principale, ça va être la création de phospholipides pour la membrane cellulaire et pour les membranes de tous les autres organites intracellulaires. De façon plus anecdotique, il participe également à la destruction de certaines molécules toxiques. Par exemple, le réticulum endoplasmique du foie contient l'alcool déshydrogénase, une enzyme qui va permettre la destruction de l'alcool, et c'est elle qui se charge principalement, à 95%, de la destruction de l'alcool que vous ingurgitez. Schématiquement, dans la cellule, les organites, on les représente comme ça. Vous avez ici en violet le noyau, ici en numéro 6 l'appareil de Golgi, ici en 12 le lysosome, ici en 8 le réticulum endoplasmique lisse, et là, tout autour du noyau, le réticulum endoplasmique rugueux, avec les petits points foncés représentant les ribosomes. C'est d'ailleurs assez logique qu'ils se retrouvent autour du noyau, étant donné que c'est lui qui va fabriquer les protéines. Et vous avez ici une mitochondrie, l'organite sur lequel on va se pencher un peu plus longtemps. Et là, on met le pluriel, parce que contrairement aux autres organites qui sont uniques en général dans chaque cellule, les mitochondries sont nombreuses, de l'ordre à 1000 à 3000 par cellule en fonction du type de cellule. Les mitochondries ont plusieurs fonctions, mais leur fonction principale, c'est la production d'énergie pour la cellule. En effet, les mitochondries sont souvent décrites comme les centrales énergétiques de la cellule. Et d'ailleurs, ce sont les seuls à savoir faire ça, produire de l'énergie pour la cellule. Une mitochondrie, schématiquement, ça ressemble à ça, bien qu'elle puisse prendre des formes un peu différentes. Notez bien qu'il y a là, non pas une, mais deux membranes cellulaires, ici et ici, avec un espace entre les deux qu'on va naturellement appeler espace intermembranaire. Alors la question, ça va être, comment s'y prend une mitochondrie pour fabriquer de l'énergie? Vu que ça fait appel à de nombreuses réactions biochimiques, on va essayer de faire simple, et vous allez voir que même en essayant de faire simple, ça risque d'être un petit peu compliqué. Pour commencer, la mitochondrie va se fournir en énergie auprès de sucres dégradés à l'extérieur de la mitochondrie, en différentes molécules qui vont être intégrées ensuite dans la mitochondrie pour être utilisées, et d'autre part, de molécules issues de la dégradation des graisses à l'intérieur même de la mitochondrie. Ces molécules issues de la dégradation de sucre et de graisse vont rentrer dans une réaction biochimique qu'on appelle cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, c'est une suite de réactions biochimiques assez compliquées pendant laquelle va être créé le CO2 que vous expirez. Car oui, on croit souvent que le CO2 qu'on expire provient de la transformation de l'oxygène qu'on inspire, mais en fait, dans les faits, c'est pas le cas. Et donc, pour en revenir à notre cycle de Krebs, celui-ci va fournir de l'énergie à toute une chaîne d'enzymes qui sont situées dans la membrane interne de la mitochondrie et que l'on appelle chaîne respiratoire. L'énergie ainsi fournie va permettre de faire passer des ions H+, des ions hydrogène, dans l'espace intermembranaire. Et c'est à ce moment-là qu'intervient l'oxygène, qui lui aussi va fournir de l'énergie à la chaîne respiratoire pour envoyer des ions H+, dans l'espace intermembranaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de chaîne respiratoire, étant donné que c'est à ce moment-là que l'oxygène que l'on respire est utilisé comme source d'énergie. Et au final, on va se retrouver avec une grande quantité d'ions H+, dans l'espace intermembranaire, sauf que ces ions H+, par phénomène de diffusion, ils vont avoir tendance à vouloir revenir à l'intérieur de la mitochondrie. Et ils vont pouvoir le faire en passant à travers un gros complexe enzymatique que l'on appelle ATP synthase. Et en passant à travers cette ATP synthase, les ions H+, vont activer cette enzyme et permettre de transformer de l'ADP en ATP. Pour donner une image, quand les ions H+, traversent l'ATP synthase, c'est un peu comme quand l'eau d'un barrage traverse une turbine, ça va lui fournir de l'énergie.
Dans le cas de la turbine, ça va lui permettre de produire de l'électricité, et dans le cas de l'ATP synthèse, ça va lui permettre de produire de l'ATP. Bon, et là on va souffler 2 secondes, parce qu'il va falloir prendre un peu de temps pour expliquer toute cette histoire d'ADP et d'ATP. L'ADP, c'est de l'adénosine diphosphate, c'est-à-dire un groupement adénosine lié à 2 groupements phosphate. Et l'ATP, c'est de l'adénosine triphosphate, c'est-à-dire de l'adénosine avec 3 groupements phosphate, soit de l'ADP avec un groupement phosphate en plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces liaisons entre groupes phosphates sont très énergétiques. Au niveau moléculaire, on s'entend bien. En bref, il faut de l'énergie pour ajouter un groupement phosphate à de l'ADP pour en faire de l'ATP, mais inversement, lorsque l'ATP se transforme en ADP, il casse ses liaisons phosphates et fournit beaucoup d'énergie. En fait, l'énergie libérée par la rupture d'un groupement phosphate est la même que celle pour en créer une. Simple question de conservation de l'énergie. Et c'est comme ça que tout, absolument tout dans le corps va fonctionner. L'ATP va pouvoir céder un groupement phosphate aux protéines pour leur fournir l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner. Alors toutes les protéines n'ont pas besoin d'énergie pour fonctionner, mais en tout cas il faut de l'énergie pour en produire, ça c'est sûr. Vous vous rappelez des ribosomes là, ces gros complexes protéiques qui relient les acides aminés entre eux pour former des protéines? Eh bien, pour relier 2 acides aminés entre eux, il faut de l'énergie, et c'est là que l'ATP intervient. Il cède un groupement phosphate au ribosome, ce qui lui donne l'énergie nécessaire pour relier les acides aminés entre eux. Idem lorsqu'on parlait de la pompe sodium-potassium, qui fait sortir des ions sodium de la cellule en faisant entrer des ions potassium. L'ATP intervient en cédant un groupement phosphate à la protéine, ce qui va entraîner une légère modification de sa forme et permettre le transport des ions. Je pourrais multiplier les exemples, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire, parce que vous avez compris le principe, ça marche partout comme ça dans le corps, l'ATP donne un groupement phosphate à une protéine, et ça lui donne l'énergie pour fonctionner. Tout petit bémol cependant, parfois, dans certains cas, l'ATP est remplacé par du GTP, la guanosine triphosphate, mais sur le principe, c'est exactement la même chose. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que ça fait quand même pas mal d'infos. J'espère avoir réussi à vous faire comprendre comment une cellule crée de l'énergie et comment elle l'utilise, parce que c'est pas un truc spécialement facile à vulgariser. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, je vous invite à aller taper ATP synthèse dans YouTube, vous trouverez pas mal d'animations sur le fonctionnement de cette enzyme. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode qui sera consacré aux enzymes. Ciao!